Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je pense que vous avez tous eu l'occasion d'aller voir l'exposition ici même, organisée par le French Design by VIA, qui présente en photo les réalisations des meilleurs studios français de design, lauréats du prix French Design 100, qui a été remis par le président de la République française à l'Élysée en janvier dernier. Et si vous ne l'avez pas encore vue, d'ailleurs, elle est au bout du hall A, à l'entrée, non, au bout du hall B, à l'entrée du hall A. Voilà. Donc, 2 fois récipiendaire du prix, Alireza Razavi, vous illustrez parfaitement ce rayonnement international de l'architecture et du design français. La pratique architecturale d'Alireza est nourrie par un héritage multiculturel, celui qu'il a reçu comme celui qu'il a choisi, au gré d'expériences fondatrices en France, aux États-Unis ou au Japon. Le studio, qui a ouvert ses portes il y a 15 ans à Paris, si je ne me trompe pas, c'est un exemple unique de filiation multiple, et c'est un cas de figure peu courant, Alireza possède 3 licences professionnelles issues dans 3 pays. Donc on ne s'étonne pas du tout de savoir qu'il s'est entouré de collaborateurs de 7 nationalités différentes. Et c'est une ouverture essentielle à son approche de l'architecture qui consiste, selon ses propres termes, à analyser les problèmes en puisant dans notre registre culturel multiple. Et pour Alireza, il n'existe aucune hiérarchie dans les projets et dans leur typologie. De la scénographie pour une maison de vente à un immeuble de 10 000 m² de surface habitable en passant par une chaise, c'est le comment construire qui guide sa pratique. À travers une sélection de projets, il va aujourd'hui partager l'importance qu'il accorde aux cultures constructives dans le travail de l'architecture et à l'apport significatif d'une architecture évolutive plutôt qu'en rupture. Voilà. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Merci pour cette introduction. Merci d'être là. Je vais commencer ma présentation. J'ai choisi de l'appeler Culture et Architecture parce que dans culture, il y a tout, plutôt que de le scinder sur les colonnes classiques de comment comprendre l'architecture. Je fais le passage biographique juste pour préciser que je n'ai pour ma part aucune trajectoire culturelle spécifique. Je ne suis pas issu d'une colonne avec un fil rouge clair. Je suis né dans un pays, j'ai déménagé dans un autre, j'ai fait mes études dans 3 autres. Je suis entouré de collaborateurs qui sont d'une culture différente de la mienne. J'ai effectué mes études dans des universités qui étaient dans des pays différents. Tout ça pour préciser que, dans le fond, rien de tout ça n'est prémédité vraiment. La présentation est chronologique, mais aussi dans l'identification de comment on exerce et sur dans quelles actions de l'humain l'architecte intervient. Celui qui se présente le plus rapidement à tous les architectes est évidemment Habité, quelle que soit l'échelle. L'exercice peut-être fondamental pour n'importe quel architecte est de réfléchir à une maison. Celle-ci est une des premières qu'on a construites en France, en Bretagne. On essaye toujours de se raccrocher à quelque chose sur un site, que ce soit la topographie, le climat, des existants. Et parfois, il y a des choix à faire. On ne peut pas s'intéresser à tout. On ne peut pas s'intéresser à la fois à des registres qui donnent à un projet, par exemple, aussi modeste que celui-là, trop de couches de complexité. La Bretagne, comme tant d'autres régions dans le monde, a son histoire. Elle a une culture constructive très importante, mais elle est aussi accélérée dans sa détérioration depuis les années 50, puisque toute la culture des lotissements en Bretagne, à mon avis, fait des ravages.
Donc, on a eu la chance d'avoir un terrain qui était vierge, devant un champ, mais pour y accéder, entouré de lotissements. Et j'essaie toujours de dire à nos clients et à mes collaborateurs que pour nous, un projet ne démarre pas sur le périmètre de la parcelle que l'on nous confie. Souvent, il commence bien avant. Et parce que notre cerveau imprime des images, il les collectionne jusqu'à arriver à son objectif. En l'occurrence, ici, il s'agit d'architecture. Et au moment où il découvre le projet, il est passé par une certaine météo, d'autres constructions environnantes, un type de route, etc. Donc ici, on a voulu avant tout s'occuper de notre client qui était photographe, et comprendre comment on pouvait, sur un terrain qui était à mon avis exceptionnel parce qu'il n'était pas pollué à 360 degrés à l'époque, il l'est maintenant, lui offrir une variation simple dans les volumes et dans la lumière. J'ai fait exprès dans cette présentation de ne pas inclure de plans et de coupes pour des raisons plutôt pratiques que par manque d'intérêt, puisque en tant qu'architecte, on s'attendrait à ce que je le fasse. Mais c'était plutôt le résultat et aussi évidemment l'œil du photographe ou des photographes qui ont illustré ce projet. Et dans tous nos projets, on essaye d'avoir un parcours, quelle que soit la taille du projet, du plus modeste au plus important. Et ce parcours, il est le parcours du corps, c'est-à-dire on essaye de mettre en œuvre une des leçons de Louis Kahn, mais d'autres avant lui, de préparer le corps à découvrir un espace. Et comment on le prépare? On le met en condition. On lui donne un temps d'arrêt par rapport à la lumière qu'il a vue à l'extérieur, par rapport aux éléments à l'extérieur, et on l'emmène progressivement dans un espace. Donc, la volumétrie de cette maison est très simple. Elle s'ouvre en plan et elle s'ouvre en coupe. Donc, au fur et à mesure que l'on progresse vers le fond de la maison, on a plus de lumière et plus de volume. En l'occurrence, et spécifiquement pour le client, cela lui donnait l'opportunité d'avoir des ambiances photographiques différentes qu'il n'avait pas à contrôler. Et pour nous, de créer la chose dans le fond qui est le plus important pour moi, la poésie de l'architecture. Le clin d'œil très, très évident aussi est la chambre noire du photographe. C'est que la photographie, ce n'est rien d'autre que de prendre un papier, de le découper pour sélectionner un morceau du paysage. Et cette trame d'ouverture était en fonction de ce que le paysage offrait tout autour de cette maison. Changement de continent, on nous avait demandé de travailler sur un townhouse à New York qui allait être démoli dans un quartier intéressant qui est le sud-est, qui est un quartier qui avait beaucoup souffert dans les années 60-70. Le quartier s'appelle Alphabet City parce que les avenues portent le nom A, B, C, D. C'était un des hauts lieux de la drogue au début des années 80. Donc, beaucoup de ces maisons étaient des crack houses. On y vendait de la drogue au rez-de-chaussée, on le consommait aux étages. Et donc, là, il y avait une maison, une de celles-ci, qui est juste à côté d'une église. Et les propriétaires souhaitaient la démolir. Elle était en péril et reconstruire. Et l'exercice était intéressant parce que dans cette partie de la ville, il n'y a pas une protection patrimoniale spécifique. Je précise évidemment que dans toutes les parties du monde, dans toutes les villes du monde et dans toutes les campagnes du monde, 99% de nos projets passent par une commission patrimoniale d'une forme ou d'une autre qui la sanctionne. Ici, le débat était beaucoup plus ouvert, à la fois en termes de méthode constructive et d'expression architecturale. La spécificité dans l'État de New York, c'est qu'au moment du dépôt de permis, le projet doit déjà avoir une définition structurelle. Donc, toutes les parties techniques sont soumises dans le permis. Et dans ce projet, on a réussi à convaincre le client de sacrifier du mètre carré au profit d'un certain état d'esprit du lieu. Cet état d'esprit, une fois de plus, c'est que le projet ne démarre pas sur la parcelle, mais il démarre dans ce quartier. Comme à Harlem dans les années 70, beaucoup d'immeubles dans ce quartier ont été brûlés.
certains disent pour toucher l'argent des assurances. Et quoi qu'il en soit, la conséquence sur le quartier était celui plutôt d'un quartier bombardé. Ce n'était pas dissimilaire à Berlin dans les années 80, quand la reconstruction n'avait pas démarré. Il y avait toutes ces parcelles. Et on souhaitait avoir un clin d'œil un peu brutaliste qui renvoie à cette culture de ce quartier qui était très présent. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il est quasiment entièrement construit. Mais c'était l'une des raisons pour laquelle on avait choisi de le construire en béton brut de décoffrage intérieur et extérieur. Ce qui est une méthode constructive très compliquée aux États-Unis parce que ce n'est pas la culture locale. Ça le devient davantage maintenant. Mais c'était un projet qui avait été développé à peu près au même moment que l'un des premiers projets de Herzog de Meuron à New York. Et donc, il y avait une compétence locale, notamment au niveau des consultants spécifiques sur le béton qui s'étaient développés. Ce projet, nous n'avons pas pu le construire parce qu'à la suite d'une tempête à New York, Sandy, le niveau de ce qu'on appelle les floodplains a été changé. Donc, il était estimé que dans ce quartier, en temps d'inondation, la hauteur des eaux pouvait, le plateau arrivait jusqu'à un premier étage, ce qui a rendu le projet financièrement impossible. Ensuite, on revient en France, dans les Alpes. On nous a demandé de dessiner un chalet dans un village français qui s'appelle Manigot, qui a la particularité de n'avoir quasiment aucune construction récente. Il n'y a pas de bâtiment collectif à Manigot, ou très peu, plus bas dans la vallée. Et c'est une caractéristique que les services d'urbanisme locaux souhaitaient protéger. Ils souhaitaient le protéger, mais à notre avis, à mon avis, avec les mauvais arguments. C'est-à-dire que leur cahier des charges, c'était copier ce qui existe. Parce que notre patrimoine est là, on ne souhaite pas le dégrader. Ça s'est très mal passé au départ, puisqu'on est allé un peu au clash, dans le sens où on n'a pas présenté une copie de la maison de Heidi. Et notre argumentation était de dire que le chalet était un bâtiment industriel et que, évidemment, le reprendre et l'imiter dans un contexte contemporain mènerait forcément au kitsch, mais surtout à la destruction de ce patrimoine que eux souhaitaient conserver. Et que la seule manière de le renouveler, c'était de construire en reflétant les systèmes constructifs existants, ancestraux, mais de les interpréter avec nos méthodes et d'éliminer des motifs du chalet qui, à l'époque, avaient un usage industriel, comme les débords de toiture qui étaient faits pour protéger les outils en contrebas du bâtiment. Et on a passé les six suivants mois à décomposer le chalet traditionnel pour expliquer ce que l'on retenait et ce que l'on rejetait et pourquoi on le faisait. On a fini par avoir gain de cause, on a réussi à construire, mais on a été sanctionné sur chaque élément de ce projet. On a été sanctionné sur la taille des panneaux de verre fixe, sur l'absence de garde-corps, pourquoi le garde-corps, pourquoi les débords, tout était impossible à faire. Et finalement, on a obtenu un permis in extremis suite à ces N conversations pour essayer de convaincre qu'il est inutile de venir mettre une base en parement de pierre puisque le socle serait de toute façon construit en béton armé et que le béton armé n'est ni plus ni moins qu'une pierre synthétique. Pareil pour la direction du bardage, pareil pour l'expression de la structure en façade. Et on a été très contents. Voilà. Le clin d'œil qu'ils n'ont pas vu, je pense, parce que le projet aurait été certainement refusé, c'est que finalement l'étage intermédiaire est un clin d'œil à la Villa Savoie. Changement d'échelle et un projet d'intérieur. Les projets d'intérieur sont très importants pour moi parce qu'ils sont le meilleur champ d'expérimentation à cette échelle. Lorsqu'on a la chance d'avoir un client qui donne à l'architecte sa prérogative de travailler la matière, nous, on la saisit. En l'occurrence, il s'agissait d'un appartement dans un immeuble vétuste qui avait été
détruit partiellement à la fin du 19e, reconstruit au début du 20e, et dans lequel on a cherché à conserver ce qui pouvait l'être et à rapporter des éléments qui étaient extraits d'un certain classicisme haussmannien, mais retravaillés avec les matériaux de notre choix. J'apprécie également de pouvoir mélanger des matériaux qui sont perçus comme nobles, par exemple le noyer européen, et d'autres qui ne le sont pas. Les panotages sur l'image de gauche sont en MDF vernis. Je pense que le matériau le moins cher qui existe, mais uniquement travaillé en CNC pour lui donner un caractère et un relief. Et donc, tous ces projets s'alimentent de pièces que l'on dessine nous, que l'on apporte nous, mais évidemment qui nous sont apportées par le client. Et donc, c'est une échelle de la pratique qui m'est très chère. Un autre exemple de ce type d'intervention, cette fois-ci à Lyon. Il y a à Lyon, dans le centre de Lyon, un quartier incroyable parce qu'il est quasiment entièrement conservé dans son état renaissant. Je crois que Philibert Delorme a habité là ou a construit là. Je pense que Nostradamus a vécu rue de la Juiverie. Enfin, voilà, c'est un quartier très intéressant parce qu'il est intact. Et ce projet qu'on a eu à faire était dans un immeuble qui datait de la fin du XVe siècle. Lorsqu'on l'a récupéré, il était entièrement couvert, il était cloisonné, il y avait 5 chambres à coucher, dont 4 n'avaient pas d'éclairage naturel. Et une fois le curage terminé, il restait essentiellement la structure, qui sont des travées de poutres en chêne de 60 cm de profondeur, donc exceptionnelles, et c'est tout. Et là, l'exercice, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut retenir qu'un seul élément, avec la chance que ce soit un élément constitutif important. Et pour ce projet, on est allé dans un langage plus poétique et qui est complètement décorrélé de ce que l'on pouvait trouver sur place. Et à ce moment-là, pour moi, c'était plutôt les tableaux de Chirico, parce qu'il y avait une opportunité de créer quelque chose qui soit entre onirique et fonctionnel. Il se trouve que le client était un scientifique qui vivait seul ici, et ça lui convenait très bien. Voilà. Et là, on a utilisé un matériau qui est, à mon avis, très noble, très peu cher, qui est un médium teinté dans la masse, dans 2 teintes différentes. Et la totalité des éléments de menuiserie sont faits dans ce matériau. Changement de pays pour aller à Londres. Là aussi, c'était un projet très intéressant, à la fois d'un point de vue structurel et patrimonial. C'est un immeuble dans le centre de Londres qui avait été partiellement bombardé pendant la guerre, donc reconstruit. Et là, les échanges avec le corps qui régit l'aspect patrimonial ont été passionnants, tendus, parce que leur propos, c'est que toutes les modifications qui ont été apportées dans le temps font partie du tissu de l'immeuble. Donc, cet immeuble a été partiellement détruit, reconstruit, et des fenêtres en PVC avaient été posées dans les années 70. Et le point de démarrage de cette conversation, c'était que tout devait être conservé. Donc, 8 mois plus tard, on a réussi à faire évoluer ça, tout en conservant et en poussant l'argumentaire que notre souhait était justement de repartir sur l'organisation d'origine de ce projet. Alors, il faut savoir que les années 2000, 2010 ont mis beaucoup de pression sur le corps du RBKC, qui est donc ce corps qui régit le patrimoine, parce que les propriétaires avaient tendance à creuser 1-2 niveaux de sous-sol et donc de mettre à risque ces immeubles qui n'ont aucune fondation. Elles reposent uniquement par leurs briques à moins de 50 cm du sol fini. Et donc, on a réussi à reconstruire la structure interne, à l'exposer vers l'extérieur sur l'image de droite avec un élément qui est typique de l'architecture londonienne, qui est un conservatory, et de remettre la cuisine au centre de cet immeuble pour redistribuer l'immeuble autour de ça, qui était l'organisation d'origine de ce bâtiment. On revient à Paris sur un autre projet qui est assez intéressant pour nous, parce que c'était un projet où on a eu la possibilité de tout faire. Et quand je dis tout, c'est-à-dire c'est un immeuble qui est un immeuble de la fin du XVIIe,
entièrement détruit, donc il ne restait rien, aucun ornement d'origine. Et j'aime bien, quand on découvre un nouveau projet, essayer de retenir des éléments, des symboles de ce qui existe. En l'occurrence, ici, il n'existait plus rien. Donc, une fois de plus, l'idée était de repartir sur un langage à trouver et à déployer au niveau du mobilier, au niveau des finitions et même au niveau de la technique, jusqu'au choix des œuvres d'art qu'on a eu la chance de pouvoir contrôler. Donc, l'idée était, par exemple, pour le mobilier du séjour, d'éviter de repartir sur une organisation classique, puisqu'il ne restait plus rien de classique dans cet immeuble et dans cet appartement. Avec cette opportunité d'aller chercher dans l'histoire de ce quartier, puisque la rue sur laquelle est Louvre était une ancienne voie romaine. Il y a eu un ancien prieuré construit au XVIe siècle à l'arrière. Et une fois de plus, l'idée était d'aller chercher une certaine poétique de l'expression architecturale pour se rappeler d'un lieu qui n'existait plus. Le choix des matériaux est extrêmement réduit et une fois de plus, l'opportunité a existé pour nous de dessiner les meubles dans la quasi-totalité pour le séjour et la table de la salle à manger au centre. Les chaises ne sont pas de nous, mais d'un architecte brésilien, Tenreiro. Retour en France, dans les Basses-Alpes, on a eu l'opportunité de construire, de se voir confier une maison qui était une maison principale, pas un chalet, pas une maison de vacances, et pas une altitude très élevée, à peine 1000 mètres. Et ce qui était intéressant ici, c'est que notre premier projet a été refusé. Notre premier projet était, pour le coup, assez vernaculaire, et il empruntait un petit peu le langage des années 50, avec une toiture avec une seule inclinaison. Et ce projet a été radicalement rejeté. Il a reçu 4 ou 5 modifications de notre part, mais le toit incliné était impossible. Impossible uniquement parce que l'interprétation contemporaine de ce que le patrimoine devait être ne pouvait pas inclure un toit avec une pente unique. Bon, face à autant de résistance, on a abandonné. Et en relisant le PLU, paradoxe extraordinaire, c'est qu'une toiture terrasse à 1000 mètres d'altitude était acceptée si elle était végétalisée. Moi, j'ai été ingénieur dans une autre vie. C'était une hérésie, puisque structurellement, une toiture terrasse qui doit supporter des charges de neige, enfin, on n'a pas discuté, on a saisi l'opportunité et on est parti dans un langage qui était quasi miraculeux de le voir accepté par des services d'urbanisme en France. Je pense qu'une maison comme celle-ci en Autriche, en Suisse, dans le nord de l'Italie, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Hollande ne pose aucun problème. En France, dans ce contexte, et de mon expérience, c'était un miracle. Le système constructif ici était mixte, bois et CLT. Retour à Paris, changement d'échelle. Nous avons eu la chance de travailler sur un projet immense, pas très loin d'ici, à peu près 11 000 mètres carrés de surface habitable, de logement, et projet intimidant parce que impactant tout un quartier qui avait été lourdement détruit dans les années 70-80, c'est-à-dire défiguré en somme, sauf une rue qui jouxte la nôtre, et avec un cahier des charges d'un client d'une grande densification. On a réussi à contrôler cette densification à l'intérieur de cette parcelle avec de grandes cours ouvertes sur les voisins, donc avec l'opportunité d'offrir aux voisins non pas un mur aveugle, mais de rentrer dans la profondeur de notre projet qui se déroule en escalier sur les parties intérieures, et de venir s'adosser à un mur aveugle sur cette seule rue qui restait de l'époque haussmannienne. L'articulation de l'immeuble est assez similaire aux immeubles berlinois de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire rythmé par des grandes cours intérieures avec un corps de bâtiment qui les connecte tous. Le système constructif ici est en béton armé, comme
à peu près tous les 90% de ce qui est construit à Paris, avec une spécificité, c'est que nous, ce qui définit nos relations à nos clients, c'est que l'on construit pour ceux et celles qui vont utiliser nos bâtiments. On parle toujours à l'usager. Ici, on ne parlait pas à l'usager, on parlait à un promoteur immobilier, ce qui pour nous était nouveau et a créé une série d'échanges parfois tendus, mais souvent intéressants, sur les batailles que l'on ne souhaitait pas perdre. Et ces batailles, elles étaient essentiellement orientées sur les méthodes constructives. Évidemment, un promoteur de cette importance qui arrive connaît son métier, il sait ce qu'il marche pour lui, et c'est très, très difficile d'aller argumenter contre ça. Je pense que les 2 ou 3 batailles qu'on a choisies, on les a choisies raisonnablement, on en a perdu beaucoup d'autres. Et c'était une expérience très intéressante pour moi parce que je pense qu'il y a toujours un rêve chez l'architecte de toucher à quelque chose à une échelle importante. Parce que peut-être que d'une manière assez insidieuse, dans l'éducation architecturale, quel que soit le pays, on a tendance à associer le grand à mieux, à plus important. Et c'était une façon de se désintoxiquer de ça et de voir aussi quelle est la limite du dialogue avec un maître d'ouvrage qui a une feuille de route économique de laquelle il ne déviera pas, ou très peu, ou alors au prix d'une tension énorme. Voilà, donc c'est un projet qui est en train de se terminer. Il sera livré à la fin de cette année. Très belle expérience. Changement d'échelle, cette fois-ci construction d'une maison en ossature bois en Normandie. C'est un projet qui est parti d'une étude de plan d'une maison de Louis Kahn en Pennsylvanie, qui est de jouer avec 2 carrés. Et c'était intéressant, une fois de plus ici, le contexte de cette maison, pas immédiat, mais moyen, ce sont des toitures en chaume construites il y a 20 ans. Donc, heureusement que le projet ne peut pas être vu en superposition parce que c'est un peu schizophrénique dans le contexte. Donc, on a eu la chance d'avoir un client qui, je pense, s'intéressait aux mathématiques, s'intéressait à l'architecture. Et donc, la possibilité de partir sur un plan très simple et de voir comment 2 carrés qui sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre peuvent créer toute une variété d'espaces. Et que ces mêmes carrés, déclinés avec des proportions identiques verticalement, peuvent créer un rythme de toiture qui m'intéresse moi en tant qu'architecte, mais dont l'objectif est d'obtenir un permis de construire, parce qu'in fine, il s'agit de ça. Et donc, on a eu la chance de pouvoir le faire. Bizarrement, on a eu de la résistance sur nos détails de toiture, parce que la toiture n'était pas exprimée en débord. Donc là aussi, phase d'éducation avec les services d'urbanisme pour expliquer pourquoi ça l'a été en un temps et pourquoi ça n'est plus utile nécessairement de le faire. Voilà, donc maison en construction avec une entreprise française qui à la fois qui s'est donné les moyens technologiques et humains pour très bien construire. Et ça, c'est très agréable. Autre projet long dans le temps, la construction d'un pavillon pour un collectionneur, très intéressé aussi à la construction et aux méthodes constructives. Et donc ici, on a eu la chance de pouvoir travailler avec un bureau d'études allemand qui maîtrise bien ces notions de voile en béton avec une double courbure. Et l'idée était d'essayer de comprendre comment on peut poser un élément dans un parc magnifique presque au niveau d'une installation artistique. Et je pense que, là je vous fais une parenthèse avec les tours originales à New York du World Trade Center, celle de Yamasaki. Je pense que pour Yamasaki, de doubler les tours, c'était ça son geste de génie. Et là, il y avait clairement un clin d'œil à la culture des artistes minimalistes américains des années 60-70. Et
Et ça m'a beaucoup inspiré. C'est-à-dire comment arriver dans un paysage naturel. L'architecte a pour mission de poser, de construire. À quoi il se rattache? À une géométrie abstraite, à la lumière. Donc, toutes ces choses-là sont venues en ligne de compte dans ce projet qui est en construction depuis très longtemps. Avec là aussi une méthode constructive intéressante sur la couverture avec une société alsacienne qu'on a découverte parce qu'ils avaient fait la couverture du musée que Herzog & de Meuron a construit à, j'ai oublié le nom, en Moselle. Et on a du mal à l'apprécier sur cette photo, mais le motif rayonnant des joints debout est un chef-d'œuvre de cette entreprise. Autre catégorie, étudiée. On a eu la chance d'être retenu par la Maison d'Italie à la Cité universitaire de Paris pour construire leur extension. C'est la dernière parcelle disponible à la Cité universitaire. Il y a une carence importante de logements étudiants. Et spécifiquement sur cette parcelle, il n'y a qu'une géométrie qui fonctionnait, c'était un cylindre. On y est arrivé après avoir pris N refus. Le bâtiment lui-même est un bâtiment important. Il a été construit par l'architecte italien Portaluppi. Ce qui est intéressant, c'est que la fondation Portaluppi à Milan rejette ce bâtiment, ne le reconnaît pas parce qu'il a été défiguré. Donc, une de nos missions que l'on s'est octroyée, c'est de lui redonner sa force d'antan. Et la manière dont on a conçu ce projet, c'était aussi de rendre hommage à la présence italienne à Paris. La plus importante, à mon avis, celle de Nervi, qui est l'ingénieur qui a participé à la conception des piles de l'UNESCO, mais aussi aux piles de l'ambassade d'Australie, qui sont des chefs-d'œuvre en double courbure. Et donc, on a un socle en béton armé, soulevé du sol, parce que depuis le boulevard Jourdan, on voulait essayer de conserver la perspective sur l'intérieur et la maison suisse qui est juste à côté. Et aussi, par hasard, dans sa forme, avoir un clin d'œil assez évident à une tour qui existe en Italie, que tout le monde connaît, et aussi à San Gimignano, qui, je trouve, n'est pas étranger au concept de la circulation de cette tour. À partir du socle, à partir du premier étage, le reste de la structure est en bois. Alors, ce projet est vraiment essentiellement né de ces contraintes de sécurité incendie, administrative, de prospects, de capacité. Et c'est assez intéressant de travailler. Évidemment, l'architecte, tous les architectes travaillent avec des contraintes. Le contraire, est plutôt compliqué. Mais travailler avec autant de contraintes était assez intéressant, puisque finalement, on n'a fait que chercher à répondre à ce qui était possible. Évidemment, il faut trouver ce qui est possible. Ça prend du temps. Toujours étudié, on a été sollicité pour aller voir ce qui était possible de faire dans la capitale du nord de la Somalie, Somaliland, Hargeisa, qui est une ville qui a été dévastée pendant la guerre civile, entièrement bombardée. Il reste peut-être 10 immeubles à peu près intacts qui prédatent de la guerre. Et le projet a commencé par regarder un marché et il évolue pour aller vers plutôt un master plan qui inclurait une école, des bâtiments administratifs, du logement, des centres dédiés spécifiques à l'organisation de la ville sur un quartier assez important. Et l'objet de mon voyage était d'aborder ce projet dans le sens contraire. Alors évidemment, avec l'humilité de chercher d'abord à comprendre ce qui est possible de faire et de devoir aller assez loin, de remonter assez loin dans le temps, puisque il s'agit d'un pays interrompu dans ses compétences, dans ses infrastructures. Il n'y a à Hargeisa quasiment rien. Il n'y a pas d'infra, l'électricité est privée, il n'y a pas d'eau courante, le système des égouts n'existe pas, etc. Tout est à faire. Donc évidemment, les contraintes sont énormes, mais l'opportunité est unique aussi. Sachant qu'entre l'Érythrée, la Somalie et l'Éthiopie, on est dans le berceau de l'humanité. Et donc, on est allé voir des
des peintures rupestres accessibles, là, posées dans le désert, 8000 ans, 10 000 ans, 11 000 ans, fantastique, on a l'impression qu'elles ont été faites hier. Et bon, évidemment, dans tout ça, il y a un matériel extraordinaire, extraordinaire. Maintenant commence la réflexion sur comment organiser ce projet et comment le construire. L'image de droite est un clin d'œil à quelque chose qui revient partout dans le pays, c'est l'usage de strates différentes de roches qui systématiquement ont des teintes différentes. Et clairement, il y avait une conscience de l'usage de ces teintes différentes. Et je l'ai vu dans des mises en œuvre totalement différentes, jusque la période coloniale anglaise. Donc là, il va y avoir clairement une source d'inspiration importante pour nous. Je doute que l'on puisse construire uniquement en pierre, d'avoir une structure porteuse en pierre, d'autant plus qu'il nous sera quasiment impossible d'avoir une compétence locale pour la totalité des projets et qu'elle viendra sans doute peut-être du Kenya, où l'organisation des entreprises générales existe. Donc un projet très existant. Ensuite, travailler, c'est une catégorie qui me plaît beaucoup. Parce qu'il y a évidemment ces 10 dernières années, 15 dernières années, tout un discours marketing sur comment travailler différemment, comment doit être conçu le travail, et ça change tous les 15 jours. Et en fait, moi, rien de tout ça ne m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt comment on travaille dans les années 50. Et quelle était cette esthétique? Parce que dans le fond, je trouve que c'est celle-ci qui est durable, pas le canapé branchouille dans un coin. Voilà, ça ne m'intéressait absolument pas. Et c'est le projet que j'ai vendu au client pour lui dire que mon intérêt dans le monde du travail, et pour le faire très bref, c'est essentiellement la beauté des espaces, parce qu'on passe, la plupart d'entre nous, plus de temps au travail que chez nous. Et il y a une véritable généalogie des espaces de bureau, à mon avis, formidable, dans les années 40, 50, 60, partout, en Europe, aux États-Unis. Il y en a plusieurs qui m'ont intéressé. Aux États-Unis, le siège de Schlumberger à Houston dans les années 50-60, le siège de Seagram à New York, Citroën en France, la Société des pétroles en France. Et tous ces bâtiments, tous ces intérieurs ont une qualité exceptionnelle, je trouve. Et parfois, leurs architectes sont inconnus, sauf pour Miss à New York, pour Seagram. Mais c'est ça que je recherchais. Et dans cette qualité d'architecture d'intérieur, ce que j'avais identifié, qui avait été fait évidemment par d'autres avant nous, c'était l'importance de l'art. L'importance de l'art dans le monde du travail. Ça aussi, ce n'est pas une idée neuve. Je pense que dans les années 30, 40, 30, Fernand Léger avait déjà été contacté pour voir s'il était possible de concevoir une fresque géante à Boulogne-Billancourt. Donc les types chez Renault étaient éclairés. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a imposé au client, qu'il a accepté avec joie. On a eu deux catégories d'œuvres d'art. Celles qui ont été produites par votre serviteur et celles qu'on a choisies pour eux. Et sur l'image de gauche, c'était une des batailles que je ne souhaitais pas perdre. Dans tous les projets, il y a des batailles qu'on perd, qu'on gagne. Il faut choisir les bonnes. Celle-ci était de créer une tapisserie. La tapisserie, pour moi, avait un rôle multiple, acoustique, surprise. On ne s'attend pas toujours à voir une tapisserie, alors qu'il fut un temps où c'était plus commun. Et qui fait cette tapisserie? La compétence technique pour faire cette tapisserie. Donc, je l'ai dessinée avec des influences assez évidentes, je pense, je vous le laisse deviner. Mais c'était aussi important qu'elle soit abstraite pour que, à l'époque dans laquelle on vit, chacun n'y reconnaisse pas des symboles qui insultent sa culture, etc. Personnellement, en étant issu d'aucune culture solide, je ne peux pas m'associer à ce genre de sensibilité. Donc, ça tombait très bien. Et le panotage ici est en norme. En France, on n'a pas le droit de toucher à l'orme, mais au Canada, il y a de l'orme commerciale.
et il a des qualités très spécifiques pour lesquelles on l'a utilisé ici. Le panotage est en écaille de poisson. Il a deux objectifs: réduire l'échelle visuellement de cet espace qui est très très haut sous plafond, créer des trappes acoustiques parce que ces écailles sont superposées les unes sur les autres, et mener l'œil gracieusement vers le haut. Le bâtiment est très grand, il fait 7000 m². Il est évidemment traité de manière sensible sur le budget, et ça aussi, c'est une notion fondamentale, c'est que ce n'est pas parce qu'un client a l'argent qu'il faut nécessairement dérouler le même niveau de prestation partout. Ça aussi, c'est important, je pense, pour l'usager en termes de rythme de vie, mais c'est aussi important pour moi, pas éthiquement, mais plutôt pratiquement. Exemple, sur l'image de droite, c'est une des cours intérieures, et il s'agit là d'un bâtiment des années 20 qui était extrêmement bien conçu, avec deux grandes cours de lumière naturelle qui nous ont servi pour donner de la lumière à tous les bureaux. Et on a créé une connexion avec un restaurant qu'on a créé en sous-sol. Et la connexion visuelle que je voulais marquer, plutôt que d'avoir juste un garde-corps, c'était une sculpture. Et cette sculpture, lorsque les gens la voient, tout le monde est persuadé qu'elle est en acier, mais en fait, elle est en PVC. Elle a été construite par le prototypeur d'Alstom. Et donc, elle nous a coûté une fraction. Évidemment, on a choisi un matériau léger parce qu'autrement, il aurait été impossible de l'amener ici. Mais c'est aussi ça le rôle de l'architecte, je pense. Il faut jouer, il faut tromper. Ce qui compte, c'est l'objectif, le résultat final. Les plafonds sont des plafonds acoustiques. C'était une autre bataille. C'est une conversation intéressante. Le fonds d'investissement qui avait acheté cet immeuble souhaitait utiliser du marbre au sol. Et moi, j'ai dit, mais le marbre, c'est fragile, ça coûte très cher. Pour avoir des grandes dalles, il faut aller sur des épaisseurs importantes. Pourquoi ne pas utiliser quelque chose de synthétique? Même un professionnel a du mal à reconnaître aujourd'hui la différence. On arrive à avoir des tranches plus fines, plus grandes et plus durables. Mais culturellement, ce n'était pas négociable. Lorsque moi, j'ai souhaité avoir un plafond qui était un système acoustique existant, donc pas une invention, mais quelque chose qui coûtait plus cher qu'un placo-plâtre, c'était non. Et son argument, c'était de dire que le sol, c'est important, parce que quand on est debout, c'est le sol qu'on voit. Et mon argument était de lui dire non, dans le champ visuel, le sol, il a la même importance que le plafond. Ça, il n'a pas pu résister. Se cultiver. Rapidement, j'aime beaucoup les projets éphémères. Et on a eu la chance d'être sollicité par Sotheby's pour créer la scénographie de la première vente surréaliste qu'il y a eu à Paris depuis 1953, je crois, à la Galerie Charpentier. Ernst était là. Et c'était un projet qui a des contraintes énormes. On l'a conçu en 3 semaines, et on devait le construire, on devait le fabriquer en 4 semaines et le monter en 24 heures, et le démonter en 24 heures pour laisser la place à une exposition. Et la thématique, pour moi, était de créer une structure autoporteuse, très important. Bon, ce sont des œuvres de plusieurs millions d'euros qui sont accrochées, donc c'était aussi un point important pour eux. Mais donc, de cette idée de masse, c'est une idée de masse, ce n'est pas la réalité, puisque tout est vide. Ces panneaux sont très facilement soulevables. La plinthe est aimantée, derrière, il y a des roues. Mais c'était de créer quelque chose de rapide, pas cher, mais avec énormément d'effets. Et il y avait une inspiration un peu mésopotamienne, quelque chose qui retourne sur la masse, quelque chose qui a à voir avec peut-être une ruine abandonnée et qui organise l'espace. Et donc, on a 4 cloisons, une cloison qui est doublée avec son miroir et qui crée 4 ensemble pour créer des espaces différenciés avec de la circulation autour. Donc, avec très peu d'efforts, on a généré beaucoup de surfaces d'accrochage et une multiplicité de perspectives pour des œuvres qui vont du petit Fontana à droite, qui doit faire 40 cm de haut, à la statue de Magritte qui fait 2,50 m de haut. Voilà. Utiliser, je m'intéresse beaucoup au mobilier, on en a parlé plus tôt. On touche rarement à l'architecture, mais le mobilier, on ne fait que ça. Et l'idée ici, était plutôt de s'intéresser à
une notion qui n'est pas la notion du confort, qui est à peine la notion de l'usage, mais qui est surtout la notion de vivre avec et dans une certaine tension. Et donc, ce qui m'était imposé, c'était l'usage de la pierre. Et on a choisi l'onyx. Alors, l'onyx vient avec ses propres problèmes. C'est une pierre qui est fragile si le bloc a des fissures structurelles. Donc, il faut croiser les doigts, scanner et croiser les doigts. Et le verre. Le verre est intéressant aujourd'hui parce qu'on peut faire beaucoup de choses structurellement avec le verre. La pierre, évidemment, aujourd'hui, jusqu'à il y a 5 ans, il y avait des machines 5 axes. Maintenant, il y a des machines 7 axes. Et ce qui est possible de faire est extraordinaire. Je cherchais aussi des références historiques. J'aime beaucoup l'idée que le rôle de l'architecte n'est pas d'inventer, mais de prolonger des idées existantes. Parce que je pense que c'était comme ça jusqu'à une certaine période. Les raisons pour lesquelles ça a changé sont connues de tous, fin du 19e, début du 20e. Mais j'aime bien me rattacher à cette notion. Donc le travail de la pierre pour le mobilier, rien de nouveau, beaucoup d'autres l'ont fait. Et là, on avait créé 3 pièces qui étaient pour cette exposition, plus 2 qui étaient des prototypes, mais qui n'étaient pas en pierre. Et la notion d'équilibre instable m'intéressait beaucoup. Et d'imaginer comment le verre tient sur cette table à travers ces socles qui sont couplés et dont la courbure de coupe, lorsqu'on les voit, on a l'impression qu'il s'agit de 4 socles, tellement le jet parvient à aller en profondeur, qui sont évidés pour donner de la matière. Ça, c'est un héritage de mes années en bureau d'études, puisque l'idée, c'était toujours, quand on crée des structures tendues ou des cable nets, de ne pas finir un élément structurel avec sa fonction, mais plutôt un symbole. Et je pense que Frei Otto faisait la même chose. Et voilà, donc ce verre, la table, et évidemment aussi un clin d'œil à ce que Mangiarotti avait fait avec son marbre, et lui fonctionnait avec la friction. Toujours dans le mobilier, j'aime beaucoup aussi dessiner tout le reste de l'éventail du mobilier. Il y a tellement de choses à faire, et je trouve que historiquement, c'est intéressant de regarder sur le XXe siècle ce qui a été produit par les architectes et ce qui a été produit par les non-architectes, ou aujourd'hui on les appelle les designers. Et ce sont deux visions complètement différentes. Et je trouve que l'architecte a quelque chose à contribuer à ce domaine. Se nourrir, c'est important. On a fait ce restaurant à New York dans une tour qui venait d'être construite et qui a eu un problème parce que je pense que pendant sa construction, il y a dû y avoir un changement soit de l'entreprise, soit du maître d'ouvrage. Le programme a changé. Toujours est-il que notre client s'est retrouvé avec une partie de ce restaurant avec 12 mètres sous plafond. 12 mètres sous plafond pour un restaurant peut être un énorme problème acoustique. Et la manière dont on l'a résolu, parce qu'il fallait gérer cette problématique, était de venir recréer notre propre surface sans perdre cette hauteur sous plafond, parce qu'elle était quand même unique, et d'utiliser cette trame pour créer l'échelle plus intime ou libérée partout ailleurs. Donc on a une fois de plus réduit la quantité de matériaux utilisés pour se concentrer sur cette problématique de l'acoustique et de l'effet du restaurant. Ce qui me plaît aussi dans l'exercice du restaurant, quand le client vous en laisse l'opportunité, c'est que tout est dessiné par nous. Le mobilier, les luminaires, tout, la totalité. Et je pense que dans cette notion du contrôle du tout, directement par nous ou d'autres qui travaillent avec l'architecte, il y a un point qui, à mon avis, est fondamental, qui est l'artisanat. Une fois que le nom de l'architecte est oublié, une fois qu'il est mort, enterré, une fois que le bâtiment change, ce qui reste, la seule chose qui reste, c'est l'artisanat. Et ça, c'est une notion qui, pour moi, est importante de la chaise à l'immeuble et à la tour. Toujours, ensuite, le client a souhaité décliner ce restaurant dans une autre ville aux États-Unis. C'était intéressant parce que
changement d'ambiance complète. Le premier projet était en face de la tour du New York Times, donc un quartier d'affaires très, très standardisé. Là, c'était dans un quartier, les anciens quartiers, les anciens abattoirs de Chicago. Donc, on a voulu recréer dans le bar la structure qui était utilisée dans les abattoirs pour faire circuler la viande, mais évidemment, elle est porteuse. Donc, le bar est suspendu depuis le plafond avec cette structure et que l'on retrouve directement dans la rue. Une fois de plus, cette notion que souvent le projet ne commence pas quand on ouvre la porte ou quand on regarde la façade, mais bien plus tôt. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alireza. On va prendre les questions dans le public. Est-ce qu'il y en a? En attendant, bon, j'en ai une. Je remarque qu'il n'y a pas de commande publique en fait dans le portfolio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, il n'y a pas de commande publique parce que, alors on a des commandes institutionnelles, mais publiques. Alors public, définition publique. En France, il y a du public. Aux États-Unis, il n'y a pas de public, par exemple. Les seules commandes publiques aux États-Unis sont les commandes fédérales, mais c'est pour une prison, ou donc ça ne nous intéressait pas. Mais spécifiquement en France, le système d'appel d'offres ne convenait pas à quelqu'un qui n'avait jamais travaillé en France, ce qui était mon cas, et qui n'a ni les relais ni les méthodes pour être retenu. Je pense qu'aujourd'hui, la moyenne dans un appel d'offres à Paris, c'est peut-être 200, 300 candidatures. Donc l'effort administratif pour le résultat est totalement disproportionné. Donc on s'y intéressait au départ, mais n'ayant pas les relais, on a petit à petit abandonné. Voilà. Pas de questions? Bon, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. J'étais ingénieur dans une autre vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, je n'ai pas fait d'études d'ingénieur, mais j'ai travaillé pour un bureau extraordinaire à New York qui était la fusion d'un bureau anglais très prestigieux, Bureau Happold, et un bureau américain qui s'appelle Future Tense Limited. Future Tense Limited était intéressé par tout ce qui était structure légère, et Bureau Happold a été fondé par Ted Happold. Ted Happold est l'ingénieur de Beaubourg. On rend souvent hommage à Richard Rogers et Renzo Piano, mais la tête derrière Beaubourg, c'est Ted Happold et Peter Rice. Et Peter Rice était son jeune collaborateur qui ensuite a créé RFR. Voilà. Vous m'avez dit aussi quelque chose quand on préparait ce talk. On n'est jamais plus intelligent qu'à plusieurs. Oui, absolument. Une fois de plus, je pense que le XXe siècle a accéléré, ou la deuxième partie du XXe siècle a accéléré le focus sur la personne, l'architecte. Mais finalement, je pense que c'est peut-être un argument marketing, je ne sais pas, mais ça n'existe pas un architecte dans sa cave qui fait ses beaux plans et qui les distribue. Ça existe de manière ponctuelle, il y a des choses merveilleuses qui sortent là-dedans, mais ce n'est pas un modèle économique qui peut faire vivre d'autres. Voilà. Donc la vraie force de l'architecte, c'est son équipe, c'est les intelligences qu'il a autour de lui. Après, il lui revient de choisir, comme on disait tout à l'heure, les axes de l'architecture qui l'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, effectivement, c'est la poésie qui vient du comment construire. Oui. Alors, vous conservez volontairement en fait des équipes de taille restreinte dans les 3 studios que vous avez. Oui. Alors, on n'est pas grand, mais c'est une volonté. Oui, c'est une volonté qui est évidemment dépendante du type de projet que l'on traite. C'est-à-dire que, évidemment, que je suis pour la croissance, pour des raisons évidentes, mais j'essaye, dans la mesure du possible, de la contrôler. Grandir, c'est très bien, mais uniquement si on a la capacité de dédier autant de temps et de réflexion à tous ces projets. Je connais des exemples qui y parviennent, mais je connais plus d'exemples qui n'y parviennent pas. Donc voilà, oui, c'est quelque chose qu'on va faire,
surtout dans les années qui viennent, mais on va le faire, on va prendre notre temps pour le faire. Et dans cette logique du comment construire, quelle est la toute première étape à la mise en œuvre d'un projet? Est-ce que c'est d'abord la recherche historique ou est-ce que c'est la recherche de ressources locales? Alors évidemment, ça dépend où on construit. Et évidemment, ça dépend des ressources que le client a. Par exemple, on a vu Par effectivement exemple, la Somalie. oui. Deux exemples. Le bâtiment de la Somalie, je le mettrais en opposition au Townhouse à New York, qui est un projet qui allait coûter beaucoup d'argent parce qu'il était à contre-courant de ce que les Américains savaient faire à ce moment. Et les méthodes constructives doivent être validées par l'urbanisme à New York. Donc, c'est une couche de complexité supérieure. Donc, c'est un choix. C'est vrai que j'essaye, dans la mesure du possible, de dépenser l'argent là où le ratio effet-utilité est le meilleur. Mais évidemment que le contexte est clé. Oui. Vous avez dit quelque chose qui m'a intriguée tout à l'heure. Je ne suis d'aucune culture solide. Oui, ou spécifique plutôt. Parce que, comme beaucoup d'autres, la vie m'a pris de là, m'a mis là, et à chaque fois, il s'agissait de s'adapter. C'était parfois des choix, parfois ça ne l'était pas. Et je pense que ce que ça a amené, c'est que je ne m'intéresse pas au style en architecture. Je ne pense pas que je souhaite en avoir un. J'espère qu'on arrivera à développer en revanche une méthode, une culture. Ce que l'absence de culture spécifique m'a donné et que j'essaye de partager avec l'équipe, c'est la curiosité. Donc, on sera toujours les premiers à aller vers quelque chose qu'on n'a jamais fait, plutôt que de répéter un schéma qu'on connaît par cœur. Voilà. Donc, aller en Somalie, oui, j'étais le premier dans l'avion. Ouais. Et pour rester justement sur le sujet de la culture, vous avez étudié dans 3 pays différents. Donc, qu'est-ce que vous avez retiré principalement de ces 3 expériences vraiment radicalement différentes? Oui. Bah, c'est une chance déjà, c'était formidable. J'ai fait une partie de mes études en France, dans l'université, l'école qui était les Beaux-Arts. Donc, c'était une éducation à la fois atypique et néoclassique, puisque dans les premières années, vous faites des relevés, des lavis. Ensuite, je suis passé par l'école polytechnique de Milan, où la couleur était interdite dans les rendus. Donc, et ensuite, j'ai terminé mes études aux États-Unis, et là, c'était beaucoup plus théorique. Ce qui était intéressant, était dans les études américaines, spécifiquement dans l'école que j'ai fréquentée, c'était le souhait de ne pas traiter de la matérialité, ce qui, moi, me choquait beaucoup. Mais leur intérêt, le curriculum à l'époque, était plutôt sur une culture critique de l'architecture au XXe siècle. Donc tous les mouvements intellectuels qui ont pu animer l'architecture, mais le savoir construire n'était vraiment pas au centre de leurs préoccupations. Mais d'un point de vue d'ouverture de l'architecte, et une fois de plus de la curiosité de l'architecte, c'était une expérience irremplaçable. Il y a une de ces 3 expériences qui vous a plus influencé? Non, je pense pas. Je pense que les 3 ont été capitales pour moi. Ce qui m'a plus influencé, je pense, ce sont mes expériences professionnelles avant de démarrer l'agence et d'apprendre en voyant ce que je ne voulais pas faire. Vous pouvez nous donner des exemples? Oui, j'ai été jeune stagiaire chez un architecte qui était très important dans les années 70, 80, 90, qui était Peter Eisenman. Et quelqu'un d'extrêmement intelligent, très cultivé, professeur à Princeton, mais qui, dans le fond, n'avait pas le souhait de construire. Et donc, par hasard, par miracle, tous ses projets échouaient. Donc, il a très peu construit. Et ce qu'il a construit vieillit très, très mal. Et j'ai appris que ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ou au Japon, j'ai appris que
c'est ça que je voulais faire. Ça, c'était auprès de Shigeru Ban. Oui, chez Bansan. Et l'échelle était diamétralement opposée. C'était en 1994, je crois. On était 4 dans un sous-sol. Et à cette époque, il travaillait sur des projets très modestes en taille. Mais le niveau d'implication dans l'artisanat de ces projets était extraordinaire, extraordinaire. Toute sa poésie constructive vient de ces années-là, de ces quelques petites maisons qu'il a construites. Il avait la curiosité d'ingénieur aussi, puisque lorsqu'il a fait cette maison en tube de carton, il a dû faire valider le système par les mines japonaises. Donc la maison tient. La maison n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas chauffée, ou elle est là pour le décor, mais empêche qu'elle tient. Ouais. Ce qui me permet justement, ça me fait penser à autre chose. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle de l'architecte, qui était aussi de jouer et de tromper. Là, on parlait de structure en carton. Jouer et tromper. Alors, de quelle tromperie vous-même êtes-vous le plus fier ou le plus satisfait? Non, mais tromper, c'est évidemment que c'est important. Le pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone a un rythme de colonne que tout le monde croit porteur, mais tous ne sont pas porteurs. Pourtant, ils ont la même section, ils ont la même hauteur. Mais l'objectif de Mies sur certaines de ces colonnes était d'organiser l'espace. Bon, il a estimé qu'il lui fallait une colonne, il ne l'a dit à personne, il l'a mis. Donc oui, c'est important, puisque l'architecture ne se résume pas à la pure efficacité structurelle. Ce qui a été mon travail pendant 5 ans, quand je travaillais pour FTLRA, l'idée était évidemment d'être efficace. Mais c'est là où l'architecte travaille avec l'ingénieur, c'est qu'il lui dit efficace, mais pour quel objectif? Et c'est là où la conversation devient intéressante. Alors justement, le débat entre art et technique dans l'architecture, il est toujours d'actualité? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que oui, parce que je crois que beaucoup ont choisi l'architecture parce que c'était un exercice où l'art et la technique se rencontraient à mi-chemin. Après, chaque architecte décide de privilégier l'un ou l'autre, mais c'est de cet parfait équilibre, de cette parfaite synthèse que naissent les grandes œuvres architecturales, identifiées ou anonymes. Et une fois de plus, je crois que c'est Renzo Piano qui disait ça, que l'architecture, c'est ce que l'on voit, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais tout le reste, 80%, c'est ce que l'on ne voit pas, c'est la technique, la société, le contexte, le budget, et c'est ça qui porte l'architecture vers le haut. Mais c'est à la charge de l'architecte d'avoir la culture et la curiosité de choisir les bons critères pour le projet qu'il traite spécifiquement ce jour-là. Est-ce que tous les architectes ont la curiosité Oui, je pense qu'ils l'ont. Mais une fois de plus, chaque architecte choisit de se concentrer sur un aspect. Et les aspects sont tellement vastes qu'il est impossible de les synthétiser dans une présentation. Et les aspects, ils vont de l'idéologie, concept immatériel, à la matérialité la plus forte. Mais même dans la matérialité la plus forte, il y a une tricherie. Les architectes que l'on a désignés comme high-tech dans les années 80, leurs structures sont une forme d'expressionnisme. Elles n'ont pas nécessairement pour objectif l'efficacité maximale. Je reviens de Venise hier, on a un projet. La nouvelle couverture de l'aéroport, de l'aérogare, est une structure autoporteuse en diagonale. D'un point de vue structurel, ce n'est pas efficace parce que le point de contact entre les deux extrémités de l'arche est 30% plus loin. Il eût fallu être perpendiculaire, mais l'effet est obtenu. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, vraiment aucune question? Ah, si. Bonjour, je m'appelle Faye et merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. La première question, c'est, vous avez dit que vous aimez bien
vous orienter vers des projets que vous n'avez pas forcément déjà faits. Du coup, la première question, c'est de savoir comment est-ce que vous procédez pour vous adapter aux projets que vous n'avez jamais fait, le processus, la méthode que vous utilisez. Et la deuxième question, c'est dans la présentation, on a vu plusieurs projets d'architecture d'intérieur. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que vous avez été amené à faire ces projets-là? Et est-ce que vous avez commencé par de l'archi d'intérieur professionnellement avant de passer à de l'architecture standard, on va dire? Merci. Merci. Je vais commencer par votre deuxième question. Je me suis intéressé à l'architecture d'intérieur parce que je n'avais jamais travaillé en France. La première fois que avant de démarrer l'agence, mon expérience professionnelle était essentiellement américaine. Et aux États-Unis, il n'y a pas cette séparation entre l'architecte d'intérieur et l'architecte. Quand on fait une maison, la responsabilité de l'architecte, c'est de la faire dans sa totalité. Euh, et, euh, et dans ces expériences-là, j'avais eu la chance de travailler avec quelqu'un qui avait été un des collaborateurs de Peter Zumthor en Suisse. Et Zumthor, il n'est pas architecte de formation, il est cabinet maker, il fabriquait des meubles. Et j'ai vu à ce moment-là qu'il était bien plus fort que tous les autres architectes dans l'agence, parce qu'il avait cette culture qui commençait à l'échelle, à une tolérance de quelques millimètres. Et à partir de là, j'ai adopté cette position. Donc, quand l'opportunité existait de faire les intérieurs, je l'ai toujours fait. Votre première question, et je répondrai par cette question a été posée à Peter Rice en 1973 pour Beaubourg, parce qu'ils ont proposé de construire la structure de Beaubourg en fonte d'acier. Les mines françaises ont dit stop, pas question. Fonte d'acier, c'est une méthode du fin du 19e siècle, on ne va pas utiliser ça. Et Peter Rice, du haut de ses, je sais pas, 28 ans, 30 ans, est entendu par une commission technique et il leur dit ça va marcher parce qu'on ne l'a jamais fait avant. Et moi, c'est la même réponse que je donne, c'est-à-dire que quand on nous met face à un palais à Venise sur le Grand Canal qui a été entièrement détruit et reconstruit, j'ai jamais fait de palais ni à Venise ni sur le Grand Canal. Les contraintes de construction sont colossales. Et ma réponse a été exactement celle-ci, c'est que comme on l'a jamais fait, on va tout regarder. On va s'intéresser à tout. On va être à 360 degrés de ce projet. Et je pense que c'est devenu un réflexe chez moi. C'est comme traverser la rue et de regarder des deux côtés. Et puis, c'est aussi parce que c'est plus excitant pour moi, pour l'équipe, de s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça a répondu à votre question? Une autre question peut-être? Bonjour, je m'appelle Louchane Mebrouk, cabinet VPI Ingénierie, hors conseil, cabinet d'architecture. Vous m'entendez ou? Ok. Il y a des assiettes qui ont... Oui. J'aimerais bien savoir quelles seraient les pires pratiques qui vous ont choqué dans vos expériences en tant qu'architecte. Vous arrivez à comprendre la question ou pas? Les pires pratiques? Oui, qui vous ont choqué par rapport à vos expériences dans des zones géographiques diverses. Oui, je pense que j'ai toujours été choqué par le déséquilibre entre formalisme et fonction. Et ça, je l'ai vu partout, au Japon, aux États-Unis, en Italie, partout. Et vis-à-vis le rôle de l'architecte, est-ce que dans un pays, vous voyez qu'il assume toute la responsabilité ou dans un autre, il a une responsabilité partielle ou... C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. En début novembre, je donne un cours à l'ESTP sur exactement ce sujet. Et donc, c'est une question, à mon avis, fondamentale. Et c'est ça qui donne le pouvoir à l'architecte. Mon sentiment, ce n'est que le mien, c'est qu'en France, on utilise un architecte, on fait appel à un architecte, parce que la loi le demande au-delà de, je sais pas, 140, 150 mètres carrés, et deux, parce que les pouvoirs publics ne laisseraient pas une intervention d'importance se faire si quelque part dans le processus, l'architecte n'existe pas.
Mais mon expérience, une fois de plus, en France, c'est que ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on sort l'architecte de plus en plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez déjà sans doute tous, mais le processus pour construire n'importe quoi, une chaise ou une tour, c'est de faire des croquis d'intention, un organigramme, de monter en puissance pour arriver jusqu'à un dossier qui peut être chiffré et qui peut être construit. Et ensuite, on construit. Et l'architecte, le rôle de l'architecte pendant la construction est capital. En France, on a tendance, les grandes institutions françaises qui construisent ont tendance à sortir l'architecte qui a déposé le permis, parfois juste après qu'il ait déposé le permis. C'est l'échec garanti sur la qualité, sur tout. Voilà. Donc, responsabiliser l'architecte ça marche très bien en Suisse. En France, parfois, quand on construit sur des projets aussi modestes qu'une maison, on a souvent des entreprises qui nous disent « on vous mettra par écrit qu'on ne le fera pas ». Ou on va le faire, mais on va se protéger en disant à votre client que c'est vous qui portez la responsabilité. Et nous, on dit « oui, mettez-le par écrit, c'est nous ». Mais en Suisse, en Hollande, en Espagne, au Portugal, ils n'ont pas besoin de ça, parce que l'architecte est responsabilisé. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a un appauvrissement de l'architecture en France, parce que l'architecte est sorti très tôt. On a besoin de lui pour faire un beau rendu, et ensuite, on le sort. Ouais. Aux États-Unis, j'ai donné l'exemple sur l'immeuble à New York. L'urbanisme de New York, avant de vous accorder le permis, va vous demander votre dossier technique. En France, il est obtenu, on y arrive en fonction de la taille du projet, 6 mois, 1 an après avoir déposé le permis. Merci beaucoup. Je crois qu'on a le temps de prendre une dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je voulais revenir sur la partie travaillée, notamment avec le rôle de l'esthétique au travail. Et il y avait quelque chose que je trouvais intéressant, c'était le rapport entre tromper, justement, et le vrai. Et du coup, je me posais la question, qu'est-ce que c'était qu'un matériau noble pour vous? Parce que justement, vous aviez dit qu'il y avait un client qui disait « Oh, on dirait de l'inox » et en fait, non, on est sur une sorte de plastique. Donc, qu'est-ce que c'est un matériau noble? Comment on peut le rendre noble et revaloriser certaines matières qui, pour nous, n'étaient pas nobles et arriver à quelque chose qui n'est pas du kitsch, mais finalement qui est voire plus qualitatif que d'autres matières luxe qui sont très coûteuses et même sur le plan environnemental catastrophique aussi. Voilà. C'est l'exemple que vous avez donné tout à l'heure avec le médium dans l'appartement à Lyon aussi. Oui, alors c'est pas l'importance de l'esthétique, mais en l'occurrence là, c'était l'importance de l'art dans le monde du travail. Mais oui, votre question, elle est centrale, je pense, dans l'exercice de l'architecture. Il n'y a pas de matériaux nobles, c'est une conception humaine. La seule chose qui compte, c'est comment on le traite et combien on en utilise pour l'objectif auquel on veut parvenir. C'est mon exemple de l'arche à Venise diagonale plutôt que perpendiculaire. Donc non, je n'ai pas un classeur avec marqué matériaux nobles et matériaux pauvres. C'est intéressant parce que, donc je reviens du nord de la Somalie, les constructions sont invariablement en tôle ondulée. Alors, je comprends que la tôle est disponible, elle est légère, elle se transporte facilement, elle peut être peinte. Il y a différentes épaisseurs qui lui donnent différentes formes de rigidité, donc les portées peuvent varier. Mais j'étais surpris et j'ai posé la question, je dis mais le gain thermique doit être colossal en dessous. Mais en fait, il y a d'autres solutions juste avec du tissu qu'ils tendent en sous-face pour créer un bandeau d'air. Voilà. Donc ce matériau pauvre, mais qui en l'occurrence ici était parfaitement découpé et mis en œuvre, ne l'était pas. Un de mes premiers projets, quand j'étais jeune chef de projet chez FTL Happold, c'était de construire un bâtiment en polycarbonate. Et on n'était pas les premiers à l'avoir fait. Une fois de plus, Herzog & de Meuron l'avait fait à l'Institut de danse au Laban à Londres. Nous, ce qu'on a fait de différent, c'est qu'on a cherché les qualités du polycarbonate cellulaire pour voir si un seul panneau pouvait naturellement avoir de la courbure. Et
Et on y est très bien arrivé. On l'a fait une première fois à New York et j'ai recommencé l'opération quelques années plus tard dans une ville du centre des États-Unis où il pleut beaucoup. Et on a réussi à faire la totalité du bâtiment juste avec la courbure naturelle du polycarbonate, qui au départ était choquant pour le client, puisque le client était une grande compagnie d'assurance et voulait un bâtiment de prestige. Mais on lui a fait un prototype à l'échelle 1 et il a tout de suite signé. Merci. Je crois que quelqu'un voulait poser une question. Pardon, je reprends juste sur la question de tout à l'heure. Je disais, en fait, vous avez dit plutôt que l'architecte, ça serait bien qu'il prenne toute la responsabilité. Quand vous êtes intervenu en Somalie, c'est ça? Je présume que vous aviez l'histoire de 49-51% avec l'architecte local, non? Ou vous êtes... Alors, la Somalie est un projet qui n'a pas démarré. Ah, ok. Ouais. Et je ne sais même pas s'il y a un architecte local. D'accord. Ouais. Mais je voulais savoir par rapport à une expérience, Ouais. je sais pas, dans un pays en voie de développement, Ouais. si vous avez toute la responsabilité à prendre ou si c'est le local lui-même Oui, qui si prend le client nous la confie, oui, on la prend. Ah ouais. D'accord. Mais charge à nous de nous adapter. On ne va pas envoyer un jeu de plan en Somalie ou en Érythrée comme on le ferait à New York, évidemment. Évidemment. Voilà. Pardon, je pense que madame avait une question. Il y a une dame au Excusez-moi. deuxième rang qui aimerait Ouais. poser une question. Bonjour, en tout cas, bon, merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Excusez-moi, on ne vous entend pas. Voilà. J'ai vraiment, bon, bravo quoi, pour toutes les choses que vous avez faites. Madame, on ne vous entend pas. Bon, je passe à ma question. Est-ce que votre façon de construire dans la conception, est-ce qu'elle a changé par rapport à la pandémie, par exemple? Création de balcons plus larges, enfin des salons où les gens peuvent se rencontrer. Je ne sais pas. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu un changement depuis la pandémie dans votre façon de voir l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment ou d'une maison surtout? La réponse courte est non. Non, ça n'a rien changé pour moi. J'ai eu la chance que la pandémie n'ait pas été tragique pour moi ni mes proches. Donc, non, peut-être que si j'avais été architecte en 1922 avec la grippe espagnole, j'aurais pensé différemment, mais non, ça n'a rien changé. Et pourtant, je veux dire, maintenant, il y a beaucoup de gens qui cherchent plutôt à habiter un appartement avec des balcons, peut-être un jardin, sortir de Paris, tout ça, ça a changé quand même. Les gens, ils veulent des choses, Ouais. un espace plus grand, c'est-à-dire se retrouver. Alors, Non. je ne sais pas si vous parlez de la répartition des pièces dans 100 mètres carrés ou de passer de 100 mètres carrés à 120 mètres carrés. Souvent, passer de 100 à 120 ne dépend pas de moi. Ça dépend de l'urbanisme ou du client ou de ce que la parcelle autorise. La répartition de ça, non, je suis plutôt à l'écoute de mes clients, mais je ne pense pas que la pandémie change quoi que ce soit. Non. Et par rapport à l'écologie? L'écologie? Oui, plus de verdure, Plus de verdure. Alors, vaste sujet. En milieu urbain, les températures augmentent et la prérogative de l'architecte est microscopique. C'est plutôt une prérogative politique et technique. Par exemple, comment inventer un bitume qui absorbe, qui ne rejette moins de chaleur? Comment augmenter l'absorption des eaux pluviales, etc., etc. Comment planter davantage pour réduire de 1 degré, peut-être 2 dans une rue? Certaines rues sont axées parfaitement est-ouest, donc la façade sud morphe. Par exemple, je crois qu'à Paris, il y a 4 rues qui rassemblent les conditions nécessaires pour recevoir des arbres. Donc c'est très limité parce que c'est très complexe. Dans une ville, il y a des réseaux, il y a des droits. Voilà. En dehors des villes, le sujet pour l'architecte, une fois de plus, ça dépend de l'échelle à laquelle il construit, c'est d'avoir un minimum de culture technique. Voilà. C'est de dire qu'est-ce qu'il transporte, à quel moment il le transporte, dans quelle quantité,
comment il va le transformer. Ça dépend, mais ça dépend tellement de votre client. On a, par exemple, en ce moment, la chance d'avoir un client qui a les moyens. Il peut construire plusieurs maisons en altitude, plutôt que d'aller chercher le béton dans la vallée, donc faire une noria de camions incessante pendant la phase de grosses œuvres. Il a sollicité une société pour construire en altitude l'équipement dont il aurait besoin pour produire son béton. Ah ouais. Et donc, il a éliminé la nécessité d'avoir des camions. Voilà, donc ce sont des interventions comme ça. Mais une fois de plus, je pense que l'architecte est à la base de la chaîne alimentaire, tout en bas. L'architecte n'a aucun pouvoir. Le reste, c'est du marketing. Peindre une façade en verre, c'est de la poudre de pimprenelle pour moi. Et juste une autre question, est-ce que maintenant en architecture, quand on construit, est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à la destruction? C'est-à-dire, dans quelques années, il faut dire, si je démolis, qu'est-ce que je fais de... Voilà. Oui, je pense qu'il y a énormément de gens qui réfléchissent à ça, bien sûr. Et une fois de plus, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, pour l'architecte de s'intéresser à 360 degrés du monde de la construction, qui est, je pense que vous le voyez derrière vous, infini, c'est très compliqué. Donc, l'architecte doit aller chercher des compétences externes pour s'alimenter et choisir quels critères pour quel bâtiment il va vouloir mettre en avant. Sur la problématique de démolir dans le futur, oui, c'est quelque chose d'important. Maintenant, les urbanismes des grandes villes cherchent à pousser pour la réhabilitation plutôt que la démolition. Mais on verra. On verra. Je ne sais pas, moi, le Parthénon existe depuis 2000 ans. Je trouve que c'est pas mal. Ça résiste bien. On pourrait le reconnaître. Je trouve que, je ne sais pas, il y a construire léger en opposition à construire lourd, donc difficile à démolir. Je pense qu'il y a une réponse aujourd'hui, il y aura peut-être une réponse différente dans 10 ans. Voilà. C'est une belle phrase de conclusion. Merci beaucoup, Ali Reza.